Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 244 du podcast À côté de mes pompes. Ce podcast consacré au running, à ma passion de la course à pied, dans lequel je reçois des invités, des experts, des personnes qui ont un parcours de vie inspirant et qui nous font réfléchir sur ce qu'est le sport au sein de notre quotidien. Ce sport, bien évidemment, je continuerai à vous en parler dans les prochaines semaines et ma pratique va vraiment prendre un tournant, un virage, un défi comme je ne l'ai jamais réalisé. Afin de découvrir ce que sera ce prochain défi, eh bien, je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur les différents réseaux, que ce soit Facebook et Instagram, pour ne pas manquer une actualité du podcast. C'est aussi un lieu où l'on peut échanger, discuter à la suite des épisodes. Et pourquoi pas entamer une conversation à la suite de l'écoute de cet épisode avec mon invité du jour. Et pour ce 244e numéro du podcast À côté de mes pompes, j'ai l'immense plaisir de recevoir un athlète au parcours inspirant en la personne de Johan Stuck. L'histoire de Johan avec ce sport dans lequel il s'épanouit aujourd'hui a débuté en 2010 dans son Vaucluse natal, puis sur Lyon où il réside désormais. Johan partage l'impact profond que la course à pied a eu dans sa vie, comment elle l'a aidé à perdre du poids, à arrêter de fumer et à modifier radicalement son mode de vie. Passionné et engagé, il parle aussi de son projet Town to Trail visant à créer une communauté autour des valeurs du sport et du bien-être, mais aussi à travers une marque de textile ou encore des stages. Il reviendra sur sa récente expérience lors du Marathon des Sables, où il termine 5e et 1er français, démontrant que rien n'est impossible avec détermination et entraînement. Entre préparation dédiée, stratégie de course et défis de la vie quotidienne, Johan incarne l'esprit d'un athlète amateur réalisant des exploits extraordinaires. À travers cet échange riche et captivant, cet épisode transmet des messages forts sur le pouvoir transformateur du sport, sur l'importance de la communauté et l'atteinte d'objectifs qui paraissent parfois inaccessibles. Alors fidèle à son titre, le podcast À côté de mes pompes offre ici un regard intime sur le parcours hors du commun de Johan, qui est bien loin de rester à côté de ses pompes. Il les utilise, ces pompes, pour tracer son chemin vers une vie plus équilibrée et accomplie. Alors vous trouverez dans notre conversation une source d'encouragement à poursuivre vos propres objectifs et découvrir la force qui réside dans l'engagement, l'entraide et la persévérance. Le mot « partage » reviendra à de nombreuses reprises dans notre discussion. Je te remercie infiniment, Johan, nous qui sommes en contact depuis de très nombreux mois, voire années, pour la réalisation de ce podcast. Un grand merci également à Estelle d'avoir organisé et coordonné les coulisses de ce podcast. Merci d'avoir pris du temps pour enregistrer cet épisode au retour de ton aventure sur le Marathon des Sables. Enfin, nous y sommes arrivés. Et il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Johan Stuck, courir pour une vie équilibrée. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Johan, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. Tu fais partie des invités que j'avais cochés dans ma checklist au moment de lancer ce podcast et tu figures depuis juillet 2020 sur la couverture de ce podcast avec un t-shirt, donc I am Woodstuck. Alors sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes et je vais te laisser te présenter. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est vrai que ça fait des mois, voire des années, je crois, qu'on doit faire ce podcast parce que c'est vrai que tu me sollicites depuis longtemps. Alors, ça me disait beaucoup de le faire, mais à chaque fois, tu sais, je cours un petit peu après le temps entre le travail, les entraînements, les à côté. C'était vraiment compliqué. C'est vrai que c'est vraiment sympa maintenant de pouvoir d'avoir pris ce temps-là. C'est vraiment le moment opportun, surtout que je suis un petit peu en pseudo-coupure suite à un bel événement dont on parlera, je pense.
du coup, ouais, je suis très content et merci de me recevoir et surtout merci de mettre en avant, grâce par ton t-shirt et ta casquette. Donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir quand tu m'envoies un petit message, par exemple sur Instagram, quand je revois la casquette et le t-shirt qu'on propose de ma petite marque très intimiste. Du coup, bah merci pour tout ça. Alors Johan, d'où viens-tu et que faisais-tu avant d'avoir découvert en 2010 ce monde de la course à pied dans lequel tu baignes aujourd'hui de façon quasi permanente? Eh ben écoute, moi je viens du Vaucluse, je suis né à Cavaillon et j'habitais entre Avignon et l'Île-sur-la-Sorgue, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. J'ai grandi là-bas et maintenant j'habite sur Lyon avec ma compagne Estelle et ma fille de 9 ans Charlie. Et c'est vrai que j'ai une histoire atypique. Alors au final atypique, c'est peut-être pas le cas parce que beaucoup de gens ont fait comme moi. Mais en 2010, j'ai connu ce qu'était le sport et la course à pied tout particulièrement. Je me suis mis à courir pour la première fois en 2010 alors que je faisais 100 kilos. Pour donner une idée aux gens, j'en fais 70 aujourd'hui, donc j'ai perdu 30 kilos. Et surtout, pour rester dans le chiffre 30, je fumais une trentaine de clopes par jour. Donc lorsque je suis arrivé à arrêter de fumer, euh, j'avais essayé plusieurs fois, les fois d'avant. Euh, Quand je suis vraiment arrivé à arrêter de fumer une journée complète, je me suis dit qu'il valait mieux que je compense dans le sport que dans la nourriture pour pas encore plus dépasser le quintal. Donc j'ai commencé à courir au mois d'août. J'ai pas choisi le meilleur mois, je crois, mais au final ça m'a bien servi car petit à petit mon mode de vie a changé et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça m'a permis de m'épanouir et de voir les choses autrement. En cette journée du mois d'août en 2010, il y a eu un événement. Qu'est-ce qui a lancé finalement ce process dans lequel tu t'es jeté corps et âme, à savoir le sport, en laissant la cigarette de côté et tout ce qui allait autour, hein. Tu l'as évoqué sur d'autres émissions, il y avait une consommation d'alcool importante à tel point que tu étais même incapable de retrouver ta voiture sur certains événements. Alors c'est vrai que il y en a certaines personnes rigolent quand on parle de l'alignement des planètes. Moi, le premier. Mais c'est vrai que ça, on peut s'en servir d'exemple parce que lorsque j'ai arrêté de fumer, c'est vrai qu'il y a eu un changement radical sur pas mal de choses. Tu vois, j'ai découvert les légumes, et j'ai découvert aussi que la pomme de terre n'était pas qu'un seul légume, tu vois. Donc j'ai découvert beaucoup de choses autour grâce à ma compagne aussi qui me faisait des soupes, tu vois, tous les soirs. Alors je faisais un petit peu la grimace au départ. Maintenant, je me rends compte que la soupe, ça fait partie de ma boisson de récupération, tu vois, tous les soirs. J'en consomme, j'en consomme toute l'année. Mais oui, du coup, mon mode de vie a changé. Tu vois, bah forcément, je fais de meilleures nuits, tu vois. Je me couche plus tôt. Je fais attention à ce que je fais, à ce que je mange. Je mange sainement. Je mange principalement de saison. J'essaye de faire du circuit court aussi. C'est vraiment un mode de vie surtout, tu vois. Je veux pas rentrer dans le système du bobo de base, tu vois, mais non, je m'en sers beaucoup d'une bah, pour moi, mais aussi pour les autres, pour la planète, etc. Même si je suis pas irréprochable, c'est sûr, mais j'essaye de voilà de changer de mode de vie, tu vois. Même avant, je prenais ma voiture pour aller acheter un paquet de clopes alors que le tabac était à 200 mètres de chez moi. Enfin. Donc maintenant, j'utilise même mon vélo pour aller travailler tous les matins, qu'il y ait du vent, qu'il pleuve comme en ce moment. Ça me dérange pas, tu vois. Et je me sens vraiment épanoui dans cette manière de faire. Et surtout, je me sens bah, forcément en bonne santé. Je dors bien, je racle pas tous les matins. Et puis, je vais pas être essoufflé si je dois prendre mon bus, tu vois. Donc non, c'est vraiment un mode de vie qui a changé. C'est vraiment top. Et voilà, tout s'est bien aligné et comme tu le disais aussi, euh, j'étais addict aussi beaucoup à la boisson. Ben, en semaine comme le week-end, je travaillais beaucoup à l'époque. J'avais un double travail. Je travaillais dans une boutique la journée
Et le soir, j'étais pizzaiolo, ce qui ne m'aidait pas à avoir une bonne alimentation parce que je mangeais des pizzas tous les soirs et je mangeais souvent au restaurant le midi. Et puis comme je gagnais un petit peu de sous, ça me permettait aussi de sortir après le travail. Donc tu vois, c'était vraiment un cercle vicieux. Et oui, mon sport de prédilection était les bars parallèles. Donc j'allais d'un bar à l'autre et tout en buvant des pintes de whisky Coca, c'était ma spécialité. Et la place du sport dans tout ça, de ta jeunesse, est-ce que tu avais quelques affections pour un sport collectif, un sport que l'on pratique avec ses copains dans le quartier? Est-ce que c'était des sports d'endurance comme tu les mènes aujourd'hui? Alors l'endurance, c'était au bar, ça j'étais vraiment très très endurant. Euh, non, sinon petit, si tu veux, j'ai fait un petit peu tous les sports que les parents vont nous proposer. J'ai joué un petit peu au foot, j'ai joué au tennis, j'ai fait du judo, mais sans grande réussite. Tu vois, j'étais pas très fort dans ces sports-là, même si j'ai toujours aimé le sport. D'ailleurs, tu vois, j'ai rencontré le maire de mon village lors d'une course en début d'année là, et quand j'ai passé la ligne d'arrivée de la course, il est venu me serrer la main, il m'a fait Johan, t'as bien fait d'arrêter le foot, tu vois, donc ça voulait tout dire. Non, c'était assez voilà, j'ai joué j'ai tâtonné, on va dire dans le sport, mais j'ai jamais performé là-dedans et puis j'ai pas un capital, tu vois, un capital là-dedans. J'ai rien formé parce que tu vois, je joue au foot, je séchais un petit peu les entraînements. Le but, c'était plus de faire les matchs que d'aller faire les entraînements. Et non, c'était, ouais, j'étais pas ultra fort là-dedans. Par contre, j'ai toujours aimé être dehors, tu vois. Je viens d'un petit village de moins de 3000 habitants et j'ai toujours aimé être dehors, tu vois, à bouger en vélo parce qu'on pouvait pas faire autrement. C'est sur une colline, donc forcément, on faisait des montées-descentes pour aller voir les collègues. Mais voilà. Par contre, jamais aucun sport d'endurance. Mais je me rendais compte, par contre, que j'avais peut-être des prédispositions lorsque j'étais assez régulier dans le sport, où j'avais une endurance qui arrivait à s'installer assez rapidement. Mais après, j'avais jamais poussé là-dedans. En plus, mes parents n'étaient pas, enfin, j'ai perdu mon père très tôt et ma mère, pour elle, le sport, c'était pas important. C'était aller à l'école, réussir à avoir des bonnes notes et puis c'était sa principale préoccupation. Le sport, c'était plus que secondaire. Voilà, elle me mettait là-dedans parce que j'avais mes copains et puis elle voulait me faire plaisir. Mais sinon, non, c'était vraiment pas important. Contrairement à ce que j'essaye de mettre en avant auprès de ma fille. Alors, pas dans la performance, loin de là, mais d'être active, tu vois. Là, elle fait de la danse, elle s'épanouit dedans. Si elle trouve un autre sport qu'elle a envie de faire, je l'accompagnerai à fond et je la pousserai jamais vers tel ou tel sport. Il faut qu'elle s'épanouisse là-dedans, au contraire. Et ouais, le sport, c'est important pour notre vie. D'être actif, c'est ultra important. Donc, c'est ce que je veux mettre en avant. Jamais tu n'as été retenté par une cigarette, toi ce petit diable qui reste comme une petite veilleuse qui ne s'éteint jamais. Jamais tu as été tenté par ce tabac qui t'a fait basculer dans le monde du sport avec de belles prédispositions. Écoute, au début, oui, ça a été dur. Même, tu peux en parler à Estelle, ma compagne. Je pense que j'ai pas été très sympa au début lorsque j'ai arrêté de fumer. J'étais un petit peu à cran. Le sport, du coup, m'a bien aidé. Après, à l'heure actuelle, non, la cigarette me manque pas. Ce qui me manque le plus, c'est, tu vois, faire fumer un petit pétard, peut-être avec les collègues le soir, tu vois. Mais comme déjà d'une, bon, c'est interdit par le règlement en course à pied, le THC est dopant, donc je vais pas, je vais pas fumer un pet avec les collègues. Mais ouais, c'est quelque chose qui me manque sur le côté convivial, détente, tu vois. C'est vraiment ça qui va me manquer. Mais ce que j'ai peur aussi, c'est juste genre tu fumes un pet, le petit monstre qui est à l'intérieur de toi te rappelle que la cigarette c'est très addictif. Donc non, je préfère couper court à tout et non, ça, au final, c'est des fois un petit truc comme ça qui me fait penser à l'ancien temps, mais je regarde d'où je viens et je regarde ce que j'ai fait. Voilà, c'est vite résumé et du coup, je passe à autre chose. Enfant, tu étais déjà dans le partage,
la communication, le plaisir d'être au cœur d'événements comme tu le fais aujourd'hui. C'est pas simplement la performance qui t'anime, il y a ce côté transmission et d'être ensemble. Ben ouais, c'est vrai que déjà on est dans un sport très très individuel. Les réseaux sociaux font que c'est encore plus individualiste et j'essaye de changer certaines choses que j'aime bien partager. Tu vois, bah déjà mon histoire, parce que comme je te le disais au départ, j'ai pas une histoire atypique. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à courir pour perdre du poids ou lorsqu'ils ont arrêté de fumer en se disant je change mon mode de vie et je deviens plus actif et je change certaines choses pour être mieux dans ma peau et être en meilleure santé. Donc moi j'essaye de mettre en avant cette histoire-là qui n'est pas atypique du coup pour motiver les gens. Tu vois, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent écoute Yohan, j'ai pris ton exemple et grâce à toi j'ai arrêté de fumer, ça fait 1 an que je fume plus. Quand j'ai des témoignages comme ça, pour moi c'est comme de gagner une course, tu vois, c'est mieux parce que gagner une course, alors c'est bien pour son ego, c'est bien aller pour tes partenaires, mais ça reste, tu vois, secondaire, tu vois, et c'est éphémère comme chose, alors que d'aider quelqu'un dans sa vie, le motiver et ou l'avoir aidé juste un tout petit peu, bah pour moi, tu vois, c'est quelque chose vraiment de concret, et c'est très important. Donc grâce à ça, j'ai essayé de créer une communauté qui prend petit à petit, qui s'appelle Town to Trail, et j'essaye de communiquer à fond là-dessus sur des événements qu'on peut faire, sur tu vois, des gens qui se sentent concernés par rapport à ce que j'ai fait et puis par rapport au groupe, tu vois, on est un groupe de coureurs de euh, qui est partout en France, tu vois, où on essaye de créer des événements à courir à droite et à gauche, de créer des liens, une communauté et de partager, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ça. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est plaisant. Et du coup, ouais, cette notion de partage, j'essaye de l'utiliser avec Tom to Trail. Et tu sais, pour le côté, pour pas parler de moi, c'est pour ça que je préfère parler de Tom to Trail. Du coup, c'est d'une manière générale pour dire, on parle du groupe et pas le jeu, tu vois. Et c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai créé une marque au départ qui s'appelait I Am Woodstock, mais je trouvais que ça faisait beaucoup trop auto-centré, même si les logos sont sympas, les phrases étaient drôles et tout. Du coup, j'ai préféré tout recentrer sur Town to Trail. Au moins, ça correspond aux gens qui courent plus en ville, qui courent au trail, tu vois, voilà, pour faire une communauté assez globale. Et voilà, si les gens adhèrent un petit peu à tout ça, pour tu vois, le coureur qui se prend pas la tête, ben écoutez, rejoignez la communauté Town to Trail. J'ai créé un Discord également pour donner pas mal d'informations lorsque je me déplace pour créer des sorties. Et toujours dans une manière, tu vois, non commerciale. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, il y a tel testing avec telle marque dans un endroit. Si vous voulez venir, c'est gratuit. Enfin, tu vois, voilà, il n'y a pas de business. C'est en toute authenticité, surtout pour partager, parce que au final, on met tous un pied devant l'autre. On va à chaque fois au même endroit, on prend le même départ, on va à la même arrivée. Donc voilà, je reste là-dedans. Alors on le verra tout à l'heure, hein, tu proposes autre chose au sein de Town to Trail. Pour revenir à tes débuts, est-ce que tu te remémores ce qui s'est passé en 2010, ton premier footing? C'était quand et est-ce que tu étais aussi apprêté avec des chaussures adaptées, un short et un t-shirt qui était vraiment technique? Ou est-ce que là on était dans l'empirisme avec du matériel pas du tout approprié? Alors, c'était début août déjà pour l'histoire, donc dans le sud de la France. Je pense pas que ce soit le meilleur moment pour commencer à courir, mais écoute, j'ai saisi cette occasion-là. Et ben le matos c'était assez simple, assez rudimentaire, mis à part pour le short parce que c'était un short de l'OM, donc tu vois, il fallait quand même avoir un petit peu de classe pour pouvoir aller courir. Mais sinon non, j'ai pris un t-shirt en coton, le premier que j'ai pris dans ma garde-robe, et après je suis parti avec des sneakers, tu sais, des Shox de chez Nike, tu vois, avec les petits ressorts sur le talon. Je pense que c'était pas les meilleures chaussures à utiliser. En plus, je crois que c'était un revêtement faux cuir. Enfin, voilà, un truc que tu mets pour aller en ville, quoi. Mais du coup, ouais, j'ai pris ça et mon premier footing a duré 25-30 minutes, je crois.
j'étais au bout de ma vie et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est de m'ouvrir une bière, tu vois. Ça a été la première récompense parce que je reste quand même, j'ai pas tout coupé, tu vois. Je reste quand même sur une notion quand même de plaisir. Et la petite bière m'avait fait plaisir, voilà. Mais ça a été très dur au départ. J'ai pas commencé, tu vois, comme on peut le voir maintenant, à alterner de la marche-course. J'y suis allé au talent, comme on dit, et puis voilà, ça s'est fait. Et puis derrière, ça a amené d'autres sorties. Et le but était de faire une sortie dans la semaine, une le week-end, et tu vois, pas dépasser les 1 heure, juste par mode de vie. C'est ensuite quand tu es monté sur Lyon où là, tu as découvert l'environnement lyonnais. Ça monte, ça descend, il y a des petits chemins, il y a des espaces verts. C'est pas que de la ville, même si on est sur une des plus grandes agglomérations françaises. C'est à ce moment-là où tu as vraiment pris conscience que le terrain de jeu qui s'offrait à toi était immense et où tu pouvais vraiment te faire plaisir sur cette agglomération lyonnaise. Bah écoute, j'étais le premier à pester contre la pollution, à parler des bouchons, tu vois, et au final, enfin, à part parler, je faisais pas grand-chose. Du coup, j'ai commencé à courir dans le centre de Lyon et c'est à l'inverse, tu vois, ma vision de la ville a vraiment changé parce que c'est une ville qui est magnifique, historiquement parlant, et puis elle est sympa à découvrir entre les deux collines de Croix-Rousse et de Fourvière. Et je me suis mis à découvrir, je me suis fait mon urban trail à moi, tu vois, de Lyon. À découvrir ce qu'étaient les Traboules, à découvrir les deux collines, l'histoire aussi de Lyon. Euh, et c'est vrai que c'était ultra intéressant. Et puis, du coup, en me perdant et en jardinant un petit peu dans la ville, je me suis mis à faire plus de kilomètres petit à petit, même à sortir de Lyon et à me perdre encore plus, tu vois. Donc de là, j'ai commencé à apprendre ce qu'était de la course de plus longue distance et surtout à découvrir des coins verts. Et c'est vrai que, comme je te le disais au départ, je viens d'un petit village et c'est vrai que la nature pour moi est très importante. Et du coup, j'étais très attiré forcément à courir dans les chemins, même des chemins très roulants, mais c'était vraiment un plaisir de là-dedans. Donc je me suis de plus en plus orienté à l'extérieur de Lyon. Et après, à promouvoir ça, grâce à Ton to Trail aussi, à promouvoir en fait le premier Ton to Trail que j'avais organisé, c'était de partir de la place Bellecour de Lyon, donc la plus grande place d'Europe, pour s'orienter en fait à l'extérieur de Lyon et montrer qu'il y a des coins verdoyants. Et derrière, j'ai voulu le pousser encore plus dans d'autres villes, donc on est arrivé à le créer après derrière à Paris, à Nice, enfin dans d'autres endroits. Et voilà, j'ai découvert la course à pied de cette manière-là et la ville de Lyon en même temps. Donc c'était doublement gagnant. Est-ce que très vite, tu as eu l'envie du dossard d'aller chausser les baskets pour t'aligner sur une compétition? Eh ben écoute, la première compétition que j'ai fait, c'est le Running Lyon. Donc je voulais faire un 10 km et le but était de faire 45 minutes, tu vois. Je savais pas si c'était réalisable ou pas. Et j'ai fait 44,59 exactement, sans le vouloir. Ça s'est bien passé, donc tu vois, je me suis rendu compte que 45 minutes c'était plutôt pas mal au bout de trois mois, tu vois, de running. Alors je mixais running et aussi un petit peu salle de sport parce que je pensais, tu vois, pour moi c'était par hygiène de vie de courir, donc je me suis dit bah voilà, comme tu perds du poids, c'est pas mal de faire de la muscu et en fait ça m'a vachement aidé pour tout ce qui est gainage, tu vois, chaîne scapulaire, donc haut du corps, ce qu'on oublie lorsqu'on se met à courir. Donc voilà, je voulais faire quelque chose de plutôt général. Et en découvrant Lyon, j'ai découvert des coureurs également qui m'ont aussi orienté vers des clubs, tu vois, pour être mieux suivi, d'avoir un suivi pas personnel, mais en groupe. J'ai toujours aimé être en groupe. C'est pour ça d'ailleurs que j'organise pas mal de sorties, tu vois, toutes les semaines. Mais tu vois, je voulais être accompagné, puis trouver des groupes de runners pour prendre des conseils à droite et à gauche. Donc je me suis inscrit dans un club où l'ambiance était vraiment super. Donc grâce à ça, j'ai découvert le fractionné. J'arrivais jamais à les finir ou à être régulier au départ. Et grâce à ça, tu vois, j'ai découvert des courses grâce aux adhérents du club. Et je me rendais compte, c'est vrai que petit à petit, mon classement baissait.
donc je me rapprochais pas de la tête, hein, mais au départ j'étais au milieu de classement. Après, bah, je commençais à être dans le premier quart, tu vois, et à me rapprocher petit à petit. Je me suis dit bon, bah, allez, on va continuer, puis on va voir jusqu'où ça va. Et ça a démarré comme ça. À partir de quel moment tu as eu cette conscience d'un potentiel que tu ignorais jusqu'à présent et qui t'a fait basculer dans ces compétitions un petit peu plus au long cours avec une expérience que tu as aujourd'hui? Quel a été le détonateur? Est-ce que c'est une première victoire? Est-ce que c'est une course un petit peu plus longue que tu as menée qui t'a dit, bon, Johan, maintenant, on abandonne un petit peu la route et on va s'orienter vers le trail, qui est une de tes activités préférées aujourd'hui? Bah, écoute, ouais, j'ai gagné une première course. Alors c'était marrant parce que euh, je venais d'être sponsorisé. Alors c'est un grand mot sponsorisé, mais par un magasin, tu sais, un petit peu comme on voit de partout. Et ma première course avec ce maillot-là, je la gagne. Alors bon, c'était la course du quartier, hein. J'étais vraiment le champion du quartier. Mais c'est vrai que c'était sympa de se dire ah bah je gagne une première course. Bon, j'en gagne une deuxième derrière, tu vois, mais voilà, sur vraiment des courses à côté de chez moi, quoi. Et je me suis dit bon bah c'est plutôt bien, c'est très motivant, tu vois, pour s'entraîner un petit peu plus fort. Et et je me suis mis bah, une première année sur le Trail des Cabornis. C'est un petit peu cette course-là qui a été l'élément déclencheur que j'ai réussi, que j'ai gagné devant des bons coureurs, tu vois, à pied, dont Emmanuel David, qui était vraiment en pleine forme, un super marathonien, et devant Ludovic Pomeré aussi. Alors bon, tout est relatif parce que Ludovic Pomeré sortait de la Pyramenta et je pense que c'était la première fois qu'il rechaussait des baskets de l'année. Mais c'est tombé bien que je sois là et du coup j'ai gagné la course. En plus, lors du Trail des Cabornis, donc dans les Monts d'Or, qui est mon terrain de jeu. Et donc c'était très appréciable et c'est vrai que derrière ça, je me suis dit bon, on va essayer de pousser un petit peu plus. Et c'est là que j'ai commencé à m'inscrire sur des courses comme le marathon du Mont Blanc, la 6000D, la CCC la même année. Et ça a plutôt bien marché. J'ai commencé à voir ce qu'était le haut niveau. Donc là, mon ego a aussi pris un coup. J'ai appris à être plus humble aussi et à relativiser beaucoup et à me dire, t'étais fort dans le quartier, mais dans les autres quartiers, il y a des mêmes personnes que toi, mais qui sont même plus fortes que toi. Et du coup, voilà, la compète a commencé comme ça réellement. Et pour moi, c'est une fierté d'accompagner bah, des grands noms du trail où je les vois au départ, un peu moins à l'arrivée, mais voilà. À quel moment tu as eu envie de faire appel à un entraîneur personnalisé pour prendre en charge ton entraînement, ta planification? Et je mets le doigt sur un de tes entraîneurs, à savoir Éric Lacroix, à qui je fais un coucou du côté de la Réunion. Qu'est-ce que Éric a pu t'apporter et t'apporte peut-être encore aujourd'hui dans sa façon de voir la course à pied, l'entraînement? Là, on peut parler de science de l'entraînement pour ce qui est d'Éric. Bah écoute, dès que tu as parlé d'entraîneur, j'ai pensé directement à Eric Lacroix, même s'il m'entraîne plus maintenant. Mais pour moi, Eric Lacroix, c'est vraiment un mentor et c'est une des plus grandes figures du trail, par la personne, mais aussi par le coureur qu'il est et qu'il était, alors que ce soit sur route comme en trail. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, qui est aussi dans l'empathie. C'est vraiment une très belle personne. Pour moi, c'est un livre qui parle, tu vois, quand je lui pose une question. Et ouais, c'est vraiment une fierté de connaître cette personne. C'est une fierté d'avoir été entraîné par lui aussi et d'avoir été formé aussi sur pas mal de choses. Et c'est vrai que maintenant, il faut, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse aller le suivre, que ce soit sur Instagram ou même regarder son site internet qui est très complet. Et aussi ses posts LinkedIn qui sont ultra intéressants. À chaque fois que tu lis un post de d'Eric, tu apprends de nouvelles choses. On en apprend tous les jours dans notre vie, mais avec Eric Lacroix, on apprend encore plus. Et ouais, c'est vraiment une fierté, tu vois, de connaître cette personne-là. Et je pense que je vais même encore le contacter, tu vois, pour d'autres choses, plus sur l'aspect émotionnel et sur l'aspect
tu vois, mental à l'entraînement, parce qu'il est en train encore plus de pousser ça. C'est quelqu'un qui est pas que dans la théorie, tu vois. Il va chercher tout ce qui est physique. C'est très scientifique sa manière de penser et puis à chaque fois tu te rends compte que c'est vrai et c'est vraiment très intéressant et ouais, ben, c'est cool de parler de lui parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier réellement, tu vois, dans le trail et, et je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, tu vois. On voit beaucoup de personnes parler alors c'est important, tu vois, d'avoir des bases comme Nolio, tu sais, on est beaucoup dans la data, dans la stat, etc. Et au final, tu te rends compte que lui, sa manière de faire, c'est une façon de s'entraîner que beaucoup de coureurs faisaient et font toujours. Tu sais, travailler beaucoup plus à la sensation, à l'intensité. Ben, pour moi, c'est ce qui marche le mieux, tu vois. Et quand t'entends tout le monde parler de stats, etc., alors c'est bien, tu vois, peut-être en feedback, mais après derrière, c'est pas le plus intéressant. Faut pas oublier que la course à pied, c'est quelque chose de simple et Eric Lacroix nous le rappelle souvent, tu vois. Même si il est très dans la recherche, mais ouais, c'est très important et même sur l'aspect du coup compète, ouais, j'ai vu les choses vraiment autrement avec lui et tu sais, à beaucoup relativiser, à s'entraîner très dur à l'entraînement. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner. La compète, ça me plaît, tu vois, mais je préfère l'entraînement. Et c'est vrai qu'avec lui, on mettait plus de temps à récupérer suite aux entraînements qu'on faisait avec lui que le jour de la compète, tu vois. C'était un peu le jubilé, le jour de la compète. L'année dernière, tu vois, j'ai gagné l'Eco-Trail de Paris, mais je retiens pas celui-là d'Eco-Trail. Certes, la victoire, mais ce que je retiens, c'est ceux que j'ai préparés avec Eric, où je faisais des semaines à 200 kilomètres et j'étais peut-être pas meilleur parce que c'est aussi il y a quelques années, mais j'étais plus à l'aise, tu vois, sur certaines choses. Après, j'ai appris différemment avec mon nouvel entraîneur qui est Adrien Séguré, avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant, où lui, il y a l'aspect amical et l'aspect coach où il me connaît différemment, mais l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Et Eric Lacroix m'a fait de très très belles bases dans tout ça, quoi. Quel est ton profil de coureur, Johan? Tu en parlais hein, à travers donc cet entraînement jusqu'à 200 km par semaine sur des préparations précédentes. Est-ce que tu as besoin de borner? Est-ce que tu es un stakhanoviste au niveau de l'entraînement? Il faut travailler dur pour avoir derrière des résultats. Quel est ton mode de fonctionnement, que ce soit en tant que athlète? Est-ce qu'en tant que coach, tu es aussi difficile que tu peux l'être avec toi-même à l'entraînement? Alors, on, si tu travailles pas, tu vois, on n'est pas comme au foot où t'as des mecs comme Neymar, Messi qui peuvent réussir en étant assez feignants, tu vois. Là, on est sur un sport individualiste, donc sans travail, même si tu as des prédispositions, c'est compliqué de réussir. Tu pourras peut-être claquer une course, mais après avoir de la régularité, c'est plutôt compliqué. Si tu regardes un petit peu, tous les grands coureurs sont des énormes travailleurs. Il n'y a pas de glandeur. Euh, pour moi, oui, alors je suis très exigeant envers moi-même, mais aussi avec les personnes que j'accompagne à côté. Euh, on n'a pas rien sans rien, tu vois. Donc il faut travailler, il faut pas forcément borner, tu vois. Je l'apprends d'ailleurs en ce moment avec Adrien Séguré qui me fait faire de plus en plus de renforcement pour être plus solide à côté. Il me fait borner quand il faut. Voilà, il faut savoir aussi faire quand il faut, au moment opportun. Après, il faut pas avoir peur de se faire mal, tu vois. J'ai certaines personnes que je suis ou que je suivais. Au bout d'un moment, moi, je veux pas perdre mon temps, tu vois. Il faut travailler, tu vois. Faut bien travailler, faut y aller progressivement. Des fois, tu as des petites gênes, c'est normal, tu vois. Il faut passer le cap de ça et le mettre un petit peu de côté. Alors, je parle de gênes et pas de blessures, attention. Mais comme dit un de mes meilleurs amis qui est kiné, si t'as pas une petite gêne à un endroit, c'est que tu t'entraînes pas assez, tu vois. Donc c'est totalement vrai. Après voilà, il faut savoir jauger et savoir se faire mal quand il faut, savoir ne pas faire l'entraînement parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on est vraiment trop fatigué.
Mais par contre, à l'entraînement, quand on est dedans, il faut pas s'écouter, quoi. Il faut savoir s'écouter à côté. Mais voilà, il faut arriver à bien jauger tout ça. Après, oui, moi, je suis quelqu'un qui aime, euh, qui aime beaucoup courir, tu vois. Donc, je suis un profil trail roulant, tu vois. On parlait de l'éco-trail, ça va aussi pour la 6000D, les Templiers, la Saint-Élion. Même une CCC, tu vois, ça reste quand même relativement roulant, même si le profil fait peur au départ. Mais ouais, j'aime courir, j'aime ce côté athlétique, tu vois. On parle de course à pied, donc dans course à pied, il y a course, quoi. Enfin, on est des coureurs. Après aussi, à côté de ça, honnêtement, en toute sincérité, je suis nul en descente, tu vois. Donc ça me va bien aussi, même si j'essaye de travailler les descentes, je suis vraiment nul à côté d'autres coureurs. Donc après, bah, je me satisfais un petit peu aussi de d'où j'ai certains avantages comme en montée comme sur le plat. Et puis et c'est surtout que je m'épanouis aussi dans les courses roulantes. J'aime voir le paysage passer assez vite, tu vois, comme à vélo. Et voilà. Et habitant à Lyon et en optimisant aussi mes entraînements, tu vois, je travaille à 40 heures dans un magasin de sport. J'ai le côté, peut-être qu'on en parlera après, influence sur les réseaux sociaux qui me prend aussi beaucoup de temps. Et puis après, bah, je m'entraîne 20, parfois plus, 20 heures par semaine, voire plus. Donc il faut tout optimiser. Donc moi, je m'entraîne avant, souvent à jeun, avant le travail. Je me douche au travail et le soir, souvent, je fais mon petit run de polarisation. Et il faut aussi, voilà, que je cours en fonction du terrain de jeu que j'ai. Tu vois, je peux pas aller sur du très technique alors que j'ai pas le temps. J'ai ma famille aussi qui m'attend à la maison les mercredis, les dimanches, parce que le samedi je travaille, donc j'ai aussi envie de passer du temps avec eux. Donc je vais pas aller passer du temps en montagne et les délaisser à côté, tu vois. Donc tout ça, c'est de manière optimisée et j'essaye de travailler comme ça, tu vois. Voilà. Comment tu organises une saison? Ça va dépendre peut-être des objectifs que tu as définis avec ton entraîneur. L'été, on te voit souvent du côté de la Plagne pour aller peut-être chercher du dénivelé positif. Mais globalement, comment se structure une année de course pour toi? Bah déjà, c'est en fonction des congés que je peux poser. Ça, c'est la première chose. Donc quand je suis en course, c'est des congés que je pose, tout simplement. C'est pas ma boîte qui m'offre des jours ou parce que je ne travaille pas. Non, non, c'est que je pose des congés. Dernièrement, bah, j'ai posé 10 jours de congé pour faire le marathon des sables. Donc ça, c'est en amont avec mon travail pour voir si ça match. Sinon, après, oui, juillet, août, je ne travaille pas. Je suis tout simplement sans solde à mon travail. Sur Lyon, c'est une période assez morte, donc ça arrange aussi mon travail de pas me payer, de pas avoir de rémunération. Donc je n'ai pas de rémunération en juillet et en août. Et donc on habite en famille tous ensemble sur la station de la Plagne, ma station de cœur. J'essaye de mettre en avant le plus possible. Et comme tu le dis, ben j'optimise pour faire du dénivelé à cette période-là et pour lancer ma deuxième partie de saison et surtout ben être bien pour faire la 6000D, qui est la course de la Plagne, qui est une course qui me tient à cœur. Ça a été ma première course de plus de 50 kilomètres. Et après, derrière, ben, ça me permet de me ressourcer à fond parce que c'est, comme je disais juste avant, c'est des semaines assez intenses de mon côté à essayer de tout gérer. C'est vrai que cette période-là, ça me permet vraiment de souffler, de remettre les batteries à 100% dans la tête, moins dans les jambes forcément, mais au moins quand je reviens sur Lyon, je suis motivé comme jamais. Et dans une semaine d'entraînement, Johan, comme tu l'es actuellement, vendeur dans un magasin spécialisé de course à pied, qu'est-ce qu'on va trouver comme séance? Il y a déjà les déplacements en vélo, interurbain, intra-urbain, c'est déjà une partie de l'entraînement ou de la récupération. On pourrait peut-être parler de sport croisé avec ces déplacements que tu mènes à l'intérieur de la ville de Lyon. Bah écoute, ouais, bah, alors je fais tous mes déplacements soit en vélo, soit en courant. Euh, donc soit si j'ai pas de gros entraînements ou un renfort, généralement je vais au travail en vélo. Soit sinon, bah, je mixe en fait, je fais ma séance le matin en partant de la maison en échauffement et puis souvent c'est soit des séances de côte parce qu'il y a des côtes assez longues sur Lyon, enfin, qui dépassent pas 4 minutes, mais c'est déjà ça,
assez raide. Donc, soit je vais courir sur les quais à faire des séances de tempo, soit de l'entraînement spécifique en côte, soit en marche, soit sur des pentes raides sur Lyon. Et après, je fais mon retour au calme jusqu'au magasin et je prends ma douche là-bas et je fais, tu vois, toute ma récupération en respectant la fenêtre métabolique pour la récupération. Donc, j'essaye de tout optimiser aussi. Et en gros, bah, c'est en fonction de mes jours de repos, donc qui sont le mercredi et le dimanche, où je vais faire des séances un petit peu plus longues, donc soit dans les monts dehors, soit à vélo, ou du coup c'est déterminé avec Adrien là-dessus. Et puis après tout le reste c'est du spécifique à pied, à part le mardi où j'essaye de combiner une séance tous les mardis matins en collectif, un run communautaire où en fait, je partage un de mes entraînements que je fais avec tout le monde. Donc, j'organise une sortie à 8 heures le matin devant Taco Taco, pour ne pas les citer. C'est un snack au niveau de Saint-Paul à Lyon, où les gens peuvent poser leurs affaires, venir échauffer. Et à 8 heures, on attaque direct la séance, que ce soit parfois à pied, parfois en côte. On attaque là, ça dure 30-45 minutes. Derrière, on paye le café et chacun rentre chez soi. Et donc là, je combine ma séance avec plein de personnes différentes, de niveaux différents, et on fait ça tous les mardis. Voilà un petit peu mon plan d'entraînement. Et puis le matin, oui, je m'entraîne lorsque je commence à 10 heures. C'est des entraînements qui peuvent durer de 1h30 à 2 heures environ. Et puis le soir, je dépasse pas les 15 kilomètres. Donc c'est souvent juste 40 minutes ou des fois, quand je dois faire un petit peu plus long, je contourne un petit peu Lyon. Et sinon à vélo. Non, j'utilise jamais ma voiture. C'est soit à pied, soit à vélo. Est-ce que tu as des séances fétiches? Celles que tu te languis de réaliser et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus monotones? J'adore les séances longues de tempo, tu vois, des 4 fois, des 5 fois 2 kilomètres au train, des 4 fois 10 minutes, ou même, des sorties où tu vas courir 30 minutes ou 10 kilomètres, tu vois, un peu du tempo. Pour moi, tempo, c'est 3,25, 3,30, tu vois, où j'aime bien ces séances-là où tu arrives au travail et tu vois, t'es prêt à attaquer une journée et t'es bien, tu vois, pour toute la journée. Et sinon, ouais, j'ai oublié d'en parler, mais aussi entre midi et deux, souvent à ma pause, je fais de la boxe. Mais c'est une nouvelle activité que j'ai vue apparaître sur ton flux, cette activité de la boxe, en effet, que tu pratiques. Alors c'est nouveau. Ouais. Est-ce qu'on va te voir bientôt sur un ring? Écoute, j'aimerais bien croiser les gants parce que la boxe, pour moi, c'est un sport très noble et j'adore ce sport. En plus, c'est très technique. Du coup, j'en fais deux fois, voire 3 fois par semaine, en mixant technique, sparring ou cardio. Ça fait 1 an à peu près que j'en fais et c'est vrai que ça m'a permis de mieux me développer au niveau des abdos et forcément sur le haut du corps et les bras. Et aussi, ça me donne beaucoup plus de nervosité. Et ouais, ça me permet aussi de relâcher, tu vois, un petit peu toute cette pression que je subis quand même. Et c'est vrai que la boxe, même si c'est optimisé ou j'ai une pause d'1 heure entre midi et deux où je pars vite en vélo, je vais faire sur les quais avec quelqu'un, avec Sivdin, qui est mon prof de boxe, où je prends parfois quelques patates, mais j'essaye d'en mettre aussi. Et tu vois, ça me détend énormément quand je reviens l'après-midi. Donc ça dure 45 minutes. Après, j'ai 10 minutes pour me doucher, je repars. Alors des fois, j'ai pas le temps de manger et je me fais vite fait une prot. Mais voilà, ça m'aide aussi, tu vois. En fait, j'ai un mode de vie assez hyperactif et c'est vrai que, tu vois, les moments un petit peu low, ouais, j'arrive pas à les assimiler. Donc, je préfère que ce soit souvent rythmé. Et mis à part le dimanche où j'arrive vraiment, vraiment à me poser, tu vois, genre devant la télé ou, voilà. Est-ce que tu pratiques encore le yoga, justement, des moments un peu calmes, un peu low? Non, ça correspond plus vraiment à ton Ouais, mode de vie. mais il faut que j'en fasse. Il faut que j'en fasse. Tu vois, même quand je fais un petit check-up chez l'ostéo ou même quand je travaille un petit peu là tous les mardis, je fais une séance de kiné, tu sais, plus en préventif sur du travail un petit peu d'explosivité, un travail de proprioception aussi à côté. Je me rends compte et on me le dit qu'il faudrait que je fasse du yoga pour me détendre. D'une,
sur le côté, tu vois, un petit peu pilates, assouplissement, étirement, mais aussi sur le côté respiration, parce que je suis pas assez détendu. Donc, je suis assez tendu comme personne, même si je donne l'air posé, tu vois, en parlant tranquillement, avec un petit peu d'accent du sud que j'ai perdu. Mais non, je suis quand même très très tendu et je bouillonne quand même pas mal intérieurement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à ressortir des tiroirs. Il faut à un moment donné que la soupape, elle relâche un petit peu de toute cette tension parce que tu l'évoquais. Outre ton activité de coureur à pied, il y a la vie de famille, il y a ton activité professionnelle, les projets que tu mènes à côté. Globalement, tous ces agendas arrivent à se compiler, à se planifier correctement, ou est-ce que c'est quand même des bonnes semaines que tu encaisses mois après mois? Bah, c'est des semaines, ouais, dures à encaisser parfois, mais écoute, tu vois, la preuve, notre podcast aujourd'hui, ça a mis énormément de temps. Là, on a trouvé le temps. J'essaye de m'améliorer, tu vois. J'essaye de pas que de le faire dans dans mes entraînements, mais j'essaye de le faire aussi dans ma vie en général, où de moins partir un petit peu dans tous les sens, parce que de faire ça, bah, t'arrives pas à aboutir tout ce que tu as mis en place. Donc au contraire, tu vois, je préfère faire step by step. Tu vois, pour te donner un exemple, il y a 1 an, 2 ans, j'aurais pris 3 rendez-vous aujourd'hui, tu vois, et autant le podcast, on n'aurait pas pu le faire. Donc au contraire, maintenant, voilà, on y va step by step. Estelle, ma compagne, m'aide aussi beaucoup là-dessus, sur le côté organisationnel, tu vois. Donc on se complète bien aussi là-dessus. Moi, j'aime beaucoup être dans l'action, c'est sûr. Après, derrière, ouais, j'ai beaucoup de lacunes sur d'autres domaines, donc j'essaye aussi de m'améliorer là-dessus. Et au moins, j'apprécie aussi ce que je fais, ce que j'avais perdu un petit peu il y a quelques années. Alors, c'est ce que j'allais te dire par rapport à ton potentiel de coureur. Tu as été ambassadeur, sponsorisé par des grandes marques. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as jamais basculé dans une activité professionnelle à 100% sur la course à pied? Est-ce que là, les planètes, comme tu l'évoquais en début d'épisode, n'étaient pas alignées? Ou est-ce que c'est ton côté papillon d'avoir des projets qui vont te mener, qui vont te guider, que tu n'as pas peut-être perçu à ce moment-là? Bah, après, il y a aussi, pour être sincère, il y a le niveau aussi. Je peux pas dire que j'ai le niveau de pas mal de gens qu'on voit dans le trail, comme des Thibaut Barognan, des Germain Grangier, tu vois. Des personnes comme ça ont un niveau largement au-dessus du mien, tu vois. Certes, je suis pas mauvais en course à pied, mais je suis loin d'être le meilleur, tu vois. Donc au contraire, oui, j'ai même, j'ai aussi pas mal papillonné à droite et à gauche, et c'est vrai que ça m'a desservi également. Là, ouais, les planètes n'étaient pas du tout alignées, au contraire, elles me l'ont fait payer parfois. J'étais aussi parfois pas forcément assidu dans ce que je faisais, et voilà, en prenant du recul, je me suis rendu compte de tout ça. C'est un petit peu comme recommencer, tu vois, certaines choses, mais ça me dérange pas de le faire. Puis c'est comme ça qu'on avance. J'ai appris de mes erreurs et j'essaye de travailler différemment. Après, voilà, il faut être honnête, j'ai pas le niveau d'un grand coureur à pied. Tu vois, si on me demande de faire, je sais pas, sur une course telle que l'UTMB, par exemple, quel serait mon rêve? Oui, ce serait de le gagner, tu vois, mais qu'est-ce qui serait réalisable? Ce serait peut-être de faire un top 20 et ce serait très bien, tu vois. Et après, derrière, je sais où je suis, tu vois, je connais ma place. Euh, donc non, je suis quelqu'un d'hybride, tu vois. Je suis quelqu'un qui court assez bien, qui a une certaine crédibilité, on va dire, dans la communication que je donne dans le trail. Et je suis loin d'être le meilleur déjà. Et c'est pour ça aussi que j'utilise à fond les réseaux sociaux, et parfois certaines personnes me voient comme un influenceur. Je trouve pas du tout ça péjoratif, au contraire. Oui, je suis un influenceur sportif, et ça me dérange pas de le voir de ce côté-là, tu vois. Voilà. Tu donnes finalement ton ressenti, tes conseils, tu montres un petit peu ce que tu fais et l'influence, elle est de ce côté-là. C'est pas ce côté péjoratif qu'on peut retrouver avec des personnes qui vont flamber et qui vont être suivies par des milliers et des millions de followers.
toi, tu as une communauté qui te suit, mais parce qu'il y a une crédibilité également derrière. C'est ça que tu veux dire, finalement, par Ouais, l'influence. c'est vrai que j'ai une communauté qui est vraiment impliquée et ça, j'en suis vraiment très content parce que pour moi, c'est que ça marche, tu vois, ce que je fais, c'est que surtout, ça a vraiment un sens. Et c'est ça qui me motive chaque jour. Quand je vois des gens qui m'envoient des messages, j'essaye de répondre quand je peux, ou quand je vois beaucoup de gens qui commentent, qui donnent vraiment, tu vois, des vrais commentaires et pas juste des super ou des émoticônes ou des trucs comme ça. Ça me plaît et ça me motive, tu vois. C'est vraiment drainant de voir des choses comme ça. Donc, tu vois, les réseaux sociaux, je m'en sers énormément là-dessus. J'essaye d'être authentique dans ce que je fais. Et d'ailleurs, quand je le suis pas, que je suis pas authentique et que c'est un petit peu de la daube ce que je fais, tu vois, ben les gens sont aussi impliqués là-dessus en me disant bah c'est de la merde ce que tu fais, Johan, tu vois. Et du coup, je m'en sers. J'aime bien, tu vois, ce côté franc. Et non, non, c'est cool, tu vois. C'est le bon côté des réseaux sociaux. Tu vois, j'ai pas essayé encore de vendre l'eau de mon bain, mais non, on voulait faire d'ailleurs un, un sketch là-dessus où je vendais l'eau, tu vois, de mon t-shirt essoré après le marathon des sables dans une bouteille d'eau, mais on a oublié de le faire. Sinon, on voulait le vendre aux enchères. Ou un petit peu de ta barbe, peut-être. Ça pourrait se Ouais, vendre sinon en des poils de sachet. barbe. Ouais, on sachet, c'est bien. Est-ce que cette barbe, justement, cette casquette, fait partie de ton image aujourd'hui? Est-ce que demain, Johan sans la barbe, bah, ce serait pas Johan? Écoute, je me suis rasé la barbe entre-temps, depuis que on me suit un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai fait pour un pote, pour Olivier du Vieux Campeur, tu sais, qui a eu un cancer des testicules. Et, et une année, il m'a demandé si je pouvais participer à Movember. Donc je lui dis bah pourquoi pas, qu'est-ce que tu as en tête? Il me dit bah écoute, si on fait une collecte et si on dépasse la collecte envisagée, bah tu te rases la barbe. Je lui dis bah ok, je fais pousser la moustache pour Movember, mais du coup faut qu'on atteigne un beau montant, tu vois quand. Donc il me dit bon on va faire 1 000 euros. Alors je lui dis bah non 1 000 euros quand même tu rigoles, il faut que ce soit vraiment plus haut pour que je me rase la barbe, c'est quand même mon image de marque, tu vois. Et donc on a poussé le truc à 5 000. Et le problème c'est pas un problème, mais c'est qu'on a atteint les 5 000 en 48 heures. Donc je me suis rasé la barbe aussitôt, même avant tu vois que la collecte soit finie. Et ce qui a été sympa c'est qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que j'allais jouer le jeu. Qu'on a dépassé, on a quasi atteint les 10 000 euros de collecte, tu vois. Donc, tu vois, pareil, c'est les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi. Et du coup, c'est pas que pour le style que j'ai la barbe, c'est l'histoire de ma barbe, c'est simple. Dans le magasin où je travaille actuellement, avant, il y avait des anciens patrons où on était un petit peu comme à l'armée, où on passait, ils nous regardaient, tu vois, les uns après les autres pour voir si on s'était bien rasé. Mais il fallait se raser tous les jours. Alors moi, ça me faisait des plaques en bas, tu vois. Enfin, c'était horrible. Et si on n'était pas rasé, il fallait soit on rentrait chez nous, soit fallait aller se raser le matin, tu vois. Enfin, ça devenait, c'était quand même compliqué, tu vois. C'était chiant même. Et derrière, parce que je suis parti une première fois de ce magasin, je suis allé travailler dans un magasin à côté de montagne. La personne qui m'avait embauché à côté m'a dit bah moi la barbe ça me dérange pas, au contraire c'est actuel et tout, tu vois. Donc du coup je commençais à faire pousser la barbe, mais de plus en plus. Et derrière je me suis dit ouais mais c'est vraiment cool ce style, j'aime bien, tu vois. Puis il y avait la petite époque Anton Coprica, tu vois. Donc j'étais pas de là à me faire pousser les cheveux, mais du coup la barbe j'ai vachement aimé. Et puis depuis bah je la garde et c'est vrai que bah, j'adore ce style-là, tu vois. Je travaille vachement là-dessus avec un de mes potes, Thomas, qui est mon barbier attitré maintenant. Donc, il me coupe bien les cheveux, comme tu peux le voir en vidéo. Il me coupe bien la barbe. Et du coup, on essaye de faire quelque chose d'assez propre, assez cool, assez stylé. Et puis voilà, je trouve ça plutôt bien. Donc, l'histoire de cette barbe vient de là. Et maintenant, bah, je sais pas comment je serai dans 20 ans, mais je pense que je l'aurai toujours. Alors, dans ce magasin, du côté de Lyon, magasin spécialisé, Spod, pour le nommer, Exactement. tu es vendeur. Est-ce que les clients te connaissent tous quand ils franchissent les portes du magasin, ou est-ce que ta carrière, les faits de gloire que tu as en course à pied ne sont pas connus de l'ensemble de la clientèle?
Il faut savoir que quand même, on est dans un magasin de course à pied où, tu vois, des fois, j'ai des gens qui me disent, ah, je cours que 2, 3 fois par semaine. 2, 3 fois par semaine dans notre magasin, c'est beaucoup pour un coureur. La plupart des gens qui viennent chez nous courent une fois, tu vois, genre le dimanche matin. Le coureur du dimanche, par exemple, mais c'est pas péjoratif. Le coureur du dimanche, il s'en fout de ma gueule, tu vois. Il me connaît pas. Moi, je suis un simple vendeur à le conseiller. Alors, je suis un geek du matos, donc j'essaye de le conseiller au maximum parce que je connais toutes les paires et je pense que j'ai utilisé un petit peu toutes les paires qu'on a sur notre mural dans le magasin. Mais non, on va dire que la majeure partie des gens ne me connaissent pas du tout. Après, je suis quand même petite personne. Peut-être quand je prends le départ du course, certaines personnes me reconnaissent, mais après en magasin, je passe totalement inaperçu. Alors justement, sur ces paires de chaussures, Johan, que tu utilises, tu connais tout le mural comme tu viens de l'évoquer. Est-ce qu'on peut passer facilement d'un modèle à l'autre et est-ce que aujourd'hui tu pourrais ressortir le prototype de ce que tu vends, on va dire, à ces coureurs du dimanche, coureurs amateurs comme je peux l'être? Écoute, ouais, pour les cours, on a plus de chaussures pour les coureurs amateurs que des chaussures élitistes. Même si on a une très large gamme de chaussures à plaque carbone, que ce soit chez Adidas, Hoka, Nike, etc. Après, tu vois, nos 20-80, comme on les appelle, ça va être de la Brooks Ghost, de la Pegasus ou de l'Invincible chez Nike, de la Ride chez Saucony, tu vois, de très bons modèles qui ne changent pas beaucoup au fil des ans, mis à part la Nimbus de chez ASICS, qui est une belle réussite malgré tout. Mais ça, c'est nos meilleures ventes, tu vois. C'est ce qu'on propose le plus. Après, voilà, on a une expertise quand même dans notre travail. Ça, il faut venir au magasin pour le voir, mais on a de l'analyse de foulée. On fait courir les gens dehors et non sur un tapis. C'est beaucoup plus révélateur de voir quelqu'un courir dehors que sur un tapis, parce qu'on n'a pas exactement la même foulée. Moi, quand je cours sur un tapis, c'est une fois par an lorsque je fais mon test à l'effort, mais sinon, je cours que dehors. Mais ouais, on a une belle analyse là-dessus. Alors, il n'y a pas que moi, mais toutes les personnes qui travaillent dans mon magasin connaissent par cœur les chaussures, les utilisent, savent les proposer. On a des rapports et des formations chaque année par les tech reps dès qu'il y a des évolutions pour nous montrer les nouveaux produits. On les essaie, on fait des tests, on fait des testings avec des groupes. Donc voilà, on découvre les nouveautés. Mais voilà, parler un petit peu, mais non, nos plus belles ventes sont les Ghosts, les Ride, les Invincibles, les Pegasus, des choses comme ça, des Cumulus ou des Pursu. Voilà, c'est top. Et ton regard sur ces chaussures carbone dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu les utilises au quotidien? Est-ce que ce sont des modèles que tu portes quasi quotidiennement ou est-ce que tu les utilises avec un petit peu plus de parcimonie, avec des séances spécifiques pour garder un pied qui va travailler? Écoute, je fais un petit peu la guerre aux plaques carbone, moi, de mon côté. Parce que de plus en plus de gens en fait veulent des plaques carbone et utilisent que ça, donc je les mets un petit peu en garde au départ, même si alors, j'espère que mon patron m'écoute pas parce que ce sont des chaussures que tu peux vendre 250 à 300 euros et derrière je vais leur vendre une paire à 150, 160, donc je baisse le panier moyen. Mais je préfère vendre un conseil que tu vois vendre un prix quoi, tu vois. Comme je le répète, nous on vend une qualité, un conseil que d'un prix. Voilà, t'achètes pas un prix chez nous. Mais voilà, on est là aussi pour les conseiller. Mais ouais, je fais un petit peu la guerre là-dessus aux plaques carbone parce que au final, les gens, ils vont mettre ça. Tu vois, moi qui cours beaucoup sur les quais du Rhône, sur Lyon, je vois des gens, tu vois, faire des petits footings en plaques carbone. C'est totalement inutile, tu vois. Alors peut-être que la personne est en récupération quand il fait ça, mais je pense pas. Mais euh, c'est totalement inutile parce que c'est contre-productif d'une, parce que ça sert strictement à rien, et puis tu vas plus te blesser qu'autre chose, quoi. Après, oui, c'est vrai que ça a une vraie aide, hein, on le voit sur les chronos qui descendent à chaque course. C'est vrai que ça aide, il y a un bon rendement, ça donne du confort en plus de ça. On a une chaussure dynamique avec du confort et du rendement, ça n'existait pas avant. Avant, c'était une chaussure sèche, hein, quand tu partais sur une chaussure dynamique. Là, on a les deux, donc voilà, c'est un très beau compromis. Après, voilà, j'essaye de plutôt la proposer en deuxième paire, tu vois.
On parlait des paires qu'on vendait le plus. Bah voilà, c'est la paire additionnelle que tu vas mettre sur tes séances rapides, sur ton jour de course, ou bon, parfois, tu vois, voilà. Mais voilà, il faut toujours avoir cette notion de pied où il faut engager la chaussure et la solliciter et pas rester plan dedans parce que ça sert à rien. Voilà, donc je préfère communiquer sur les plaques carbone comme ça. Après, voilà, moi j'en utilise. Hein, le premier, j'ai fait un marathon des sables avec une paire d'Endorphin Pro, les dernières, les quatre, qui du coup, je cherchais un petit peu de rendement sur le sable. On m'avait conseillé en plus de prendre une plaque carbone. Et c'est vrai que le rendement était pas mal parce qu'il y avait aussi du confort et de la légèreté, donc ça marchait plutôt bien. Et puis voilà, sinon après, 80% de mes footings, je les fais sans plaque carbone. Je mixe souvent trois paires, tu vois, la paire de base pour faire toute mon endurance, mes sorties longues, mes footings de récup ou de polarisation, donc tel une Nimbus, une Mondi, une Clifton, enfin des chaussures dans ce style-là. Et puis après, ben, j'ai une chaussure un petit peu plus dynamique, sans plaque, du style Nova Blast, Rincon, Mac, tu vois, des chaussures comme ça. Et puis une plaque carbone quand c'est vraiment de la pure vitesse, où je suis à la recherche de vitesse, ou le jour de course. Voilà. Alors, tu me fais une passe décisive, parce que là, tu évoques ce marathon des sables. Tu en es fraîchement ressorti. Comment s'est passée donc cette semaine dans le désert marocain et qu'est-ce qui a motivé donc ta volonté d'aller te frotter au Legendary, ce marathon des sables dont tu ressors premier français et cinquième au classement au milieu donc des spécialistes du désert, à savoir les athlètes marocains? Eh ben écoute, je ressors de cette aventure déjà fatigué, comme tu dis, fraîchement, parce que le retour quand même a été assez radical. En plus, avec cette pluie et ce froid qui est revenu. Écoute, ouais, on parlait tout à l'heure du Half Marathon des Sables que j'ai pu faire il y a un petit peu plus d'un an au Pérou. Euh, C'était une super découverte, mais je me suis rendu compte que c'était de la colonie à côté du Marathon des Sables Legendary. Là, c'est autre chose, c'est un autre sport déjà. C'est une aventure humaine et l'aspect sportif est vraiment secondaire à côté, tu vois. Je suis très content d'avoir fait premier français, premier européen. Enfin, devant moi, il y a quatre Marocains, c'est des spécialistes là-dedans. C'était magnifique à les voir courir, mais c'est l'aventure humaine, tu vois. Et puis le dépassement de soi, c'est un vrai dépassement de soi. On est sur 7 jours, donc il y a 6 étapes, mais il y a une journée de récup après la longue étape de 85 km. C'est 7 jours non-stop où tu sors vraiment de ta zone de confort et tu la trouves jamais. C'est pas du tout négatif en parlant comme ça, parce qu'au contraire, ça permet de repousser petit à petit, progressivement ses limites, se découvrir, se recentrer, et puis vivre autrement, tu vois, parce qu'on est quand même très déconnecté de tout ce qui se passe autour. Tout le monde est dans le même délire que le tien, et voilà, tu reviens en fait à d'anciennes bases, tu vois, aux bases simples où tu te satisfais de peu, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, je me suis embourgeoisé moi sur certaines choses et je trouve que ça m'a fait du bien, tu vois. Ça a remis l'église au centre du village, tu vois. Et donc ouais, je partais quand même totalement dans l'inconnu pour te dire le sac que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé une fois sans le charger avant de partir, peut-être une semaine avant. Et je suis parti avec des chaussures neuves, donc que j'avais jamais essayé sur le sable. Et pareil, le lyophilisé. Alors j'ai pris du MX3. Je sais que c'est une très bonne marque, donc je partais là-dessus en termes de lyophilisé. Et puis après, je suis parti que sur des gels. J'ai consommé que des gels. Et donc, je suis parti un petit peu à l'aventure, tu vois, avec mon strict minimum, même si j'arrivais pas à descendre le poids de mon sac. Mais Tu avais combien, Johan, sur le dos avec ce sac qui t'a sans les accompagné toute la boissons, semaine? j'étais à 7,2 au départ. La plupart des gens enfin, le minimum est 6,5. Moi, j'étais à 7,2, ce que je pouvais pas descendre moins. C'est à savoir que je portais toutes mes affaires. Voilà, j'ai vraiment porté toutes mes affaires. J'étais en autonomie totale. J'ai pas donné d'affaires à d'autres personnes. Non, non,
j'étais autonome là-dessus, personne m'a aidé et je voulais vraiment vivre cette aventure à fond, ce qui a été le cas. Et c'est surtout que je suis tombé dans une tente exceptionnelle, la tente 109. Donc je fais une petite dédicace à toutes les personnes qui étaient dans cette tente parce que on était tous de milieux différents, d'endroits différents, de niveaux différents, on partait aussi sur des objectifs différents aussi. Et en fait, on était tous là les uns pour les autres. L'ambiance était géniale. On était dans notre bulle, mais on aidait l'un et l'autre. Enfin, moi, ça a été vraiment une super belle aventure. Et tu vois, des fois, tu croises des gens sur des courses, tu dis bon, bah à bientôt, un de ces jours, tu vois, tu les recroiseras sur des courses. Eux, t'as envie de les recroiser sur de l'extra sportif, parce qu'on n'a pas assez profité après, même si on a profité en plein désert. Mais ouais, c'était des gens merveilleux et du coup, qui m'ont bien aidé, qui m'ont bien motivé chaque matin, chaque soir. Et c'était très agréable, tu vois, de faire partie de cette tente. Alors, je dis pas que les autres ne l'étaient pas, mais celle-ci était la meilleure, je pense. Mais voilà, c'était vraiment une vraie aventure et je ressors de là fatigué, tu vois, mais vraiment reboosté à fond pour lancer ma saison. Et comme je te disais, c'est un autre sport parce que porter déjà 7 kilos sur le dos, courir dans le sable, courir en pleine chaleur, enchaîner, tu vois, 250 kilomètres en 6 étapes, c'est un autre sport et j'ai découvert ce que c'était. Donc c'est encore une nouvelle découverte et tu vois, si tu me dis est-ce que tu serais prêt à en refaire un, je peux pas te dire oui tout de suite, mais parce que voilà, c'est fatigant, c'est à faire. Mais voilà, c'était une super aventure et je conseille à tout le monde de le faire parce que faut pas oublier qu'il y en a plein qui disent oui, le marathon des sables, c'est l'une des courses les plus dures au monde. C'est vrai que c'est dur, mais ça reste accessible et c'est bien ce que met en avant la course en disant que la moyenne d'âge est de plus de 50 ans, que la moyenne est de 5 à peu près kilomètres heure, qu'il y a 70 nationalités, qu'il y a quasi 30% de femmes qui y participent. Donc je trouve ça cool sur ce côté-là. Donc il faut pas penser uniquement au côté euh, purement difficile de non, c'est accessible. Tout le monde peut y aller et juste avec de l'entraînement, forcément de la détermination, bah, tout se passera bien, quoi. Et comment on se prépare pour une telle épreuve? Est-ce que tu as joué dans les bacs à sable lyonnais? Parce que le terrain de jeu est pas du tout le même. Alors, il n'y a pas que du sable, hein. Sur ce marathon des sables, tu vas peut-être pouvoir nous présenter un petit peu les différents terrains de jeu que tu as rencontrés dans ce désert marocain. Bah, écoute, ouais, c'est de la polyvalence de terrain parce que tu vas aussi bien sur du sable très mou. Alors moi, de mon côté, j'arrivais pas du tout à courir là-dessus et voir les Marocains. C'était pas frustrant, c'était beau à voir, tu vois. Alors après, je leur ai demandé comment il fallait faire. Donc ils m'ont expliqué qu'il fallait faire comme le dromadaire, tu vois. En gros, tu plantes bien la jambe droite et tu fais ton petit coup de sabot pour donner de l'impulsion derrière. J'ai essayé pendant 250 kilomètres, mais j'y suis toujours pas arrivé. Donc voilà. Non, après ma préparation, elle a été simple au final. C'était beaucoup de volume. Donc, ouais, j'ai fait peut-être 2 semaines à environ 170 kilomètres la semaine, mais sur du dur, malheureusement, parce que je pouvais pas faire autrement. Je suis allé quelques jours à la Plagne, donc j'ai essayé de courir dans la neige pour un petit peu avoir quelques sensations, mais ouais, je savais que dans le sable, ça allait être la galère. Après, voilà, il y avait pas que de ça, il y avait aussi du sable un petit peu plus ferme, donc on pouvait pas courir non plus comme sur quelque chose de dur mais c'était plus facile à courir. Et puis après, bah, parfois, on avait même des cailloux lors de traversées de Djebel. Et là, c'était plus à mon avantage. Mais voilà, c'était très mixé avec des environnements vraiment différents entre des dunes, des Djebel, ouais, même des reliefs un petit peu montagneux. Et longues lignes droites aussi parfois qui étaient interminables en plein soleil. Mais voilà, c'était très mixé et ouais, c'est vraiment très beau à vivre. Et non, côté entraînement, ça a été un petit peu tronqué en début d'année parce que j'avais toujours une douleur au pied. Je suis toujours en train de soigner, mais qui va vraiment mieux. Mais du coup, j'ai fait plus du vélo parce que je pouvais pas faire beaucoup de séances longues à pied. J'essayais de faire que le spécifique, mais quand je mettais un peu trop de vitesse, bah ça me lançait, tu vois, le soir, voire le lendemain. Donc c'était assez compliqué. Petit à petit, ça allait mieux, donc je suis arrivé à borner sur les dernières semaines. Mais voilà, après pas d'entraînement purement spécifique comme le font certaines personnes.
Alors toi qui es un bon vivant sur cette alimentation lyophilisée, qu'est-ce que tu avais emmené? Qu'est-ce qui te réconfortait le soir sous la tente? Écoute, j'ai pris 3 valeurs sûres. J'ai pris la tartiflette, les pâtes carbonara et la Ligo. Alors un petit plus pour la Ligo quand même, on va dire que c'est mon préféré, la Ligo MX3. Alors d'une pour la simplicité parce que comme j'optimisais tout, j'avais pas de réchaud, j'avais rien, je mettais juste de l'eau dans des sachets de congélation, tu vois. Donc je faisais ma bouffe comme ça, donc je mangeais de la Ligo alors que ouais, alors un peu assez froid, tu vois, même si je mettais le sachet en plein soleil, mais c'était même pas tiède. Donc bah je suis un petit peu désolé pour tous les amoureux de la Ligo, tu vois. J'espère qu'ils m'en tiendront pas rigueur, bah par exemple lors du prochain coup où j'irai sur les Templiers où c'est quelque chose que j'aime bien manger à la sortie de la course. Mais non, c'était mon petit faible, la Ligo, parce que c'était très simple à préparer et c'était plutôt pas mal en goût. Alors que mes pâtes carbo, tu vois, elles croustillaient encore lorsque je commençais à les manger. Donc voilà, c'était mon petit plus. Donc voilà, j'ai tourné à ça sur les 7 jours. Alors c'est bien, c'était hyper calorique, mais voilà, ça m'a permis de tenir. Et dans ce désert marocain, est-ce que c'est l'endroit idéal pour une introspection? On le disait avec Cyril Gauthier, l'organisateur donc du MDS, on ressort différent lorsque l'on a terminé un MDS Legendary. Est-ce que tu valides les propos de Cyril? Bah, écoute, Cyril nous faisait un très beau brief à chaque fois, chaque matin de course avant le départ. Et c'est vrai que ça, il nous en a parlé, qu'on allait sortir différent. Il nous motivait aussi. Au final, il avait un discours assez ferme, tu vois, enfin comme tu l'entends quand il parle, mais au final très motivant et c'était top, c'était très motivant et c'est vrai, comme il l'a dit, on va ressortir différents de cette course et c'est vrai parce que c'est des choses qui sont compliquées à expliquer parce que chacun va avoir son introspection différente, tu vois. Moi, j'ai eu la mienne en relativisant sur pas mal de choses, sur une vie active, sur, tu vois. Et ça m'a fait du bien derrière, tu vois, pour ma vie en général. Et comme je te le disais, je suis revenu reboosté à la maison et voilà, maintenant je m'en sers, tu vois. Je me suis dit, bah, je suis arrivé encore à passer quelques barrières et ça m'aide au quotidien. Et ouais, c'est un bel événement. C'est un événement sportif, mais c'est l'événement aussi d'une vie ou d'une partie d'une vie. C'est un très bel événement et puis aussi c'est très bien organisé parce qu'on est dans un mode route nous, mais derrière ça charbonne, tu vois. D'ailleurs, bah, je tiens à remercier en fait tous les bénévoles aussi qui étaient présents. Cyril fait un sacré boulot, mais les bénévoles, que ce soit sur l'aspect médical, tu vois, qui sont vraiment aux petits soins pour toi, pour te soigner 2 ampoules, comme pour soigner une hyperthermie que j'ai pu voir, que j'ai pas vécu moi, mais que j'ai vu à côté de moi. Enfin, ils sont là, et puis ils sont sur le qui-vive pour tout le monde, tu vois. Sur l'étape longue, ils font 48 heures non-stop à se relayer. C'est beau à voir parce que l'équipe est vraiment belle. Et puis après, il y a tout le côté bénévole dans l'orga, des gens qui vont te servir tes bouteilles d'eau, te remotiver, t'applaudir. Ça, c'est aussi ça, tu vois, qui te pousse. Et en plus des gens avec qui tu vis dans ta tente, bah, t'as des gens autour de toi qui sont au soin pour toi. Et je trouve ça génial. Et c'est pas facile hein, de recruter des gens comme ça parce que c'est quasi une vocation, tu vois, de faire ça, d'être proche des gens. Et toi, t'as juste à penser à sortir ton lyophilisé, à courir, euh, à te reposer, et tous les autres, ils font tout le reste. Et voilà, c'est un bel événement. Et à l'arrivée de partager donc ces premières places avec les athlètes marocains, quel a été ton ressenti? Est-ce que l'ambition t'a donné cette force d'aller toujours plus haut et de faire d'aujourd'hui cette 5e place une satisfaction? Est-ce que tu penses que tu aurais pu grappiller encore un petit peu plus avec plus d'expérience dans ce désert marocain? Honnêtement, non, parce que devant, c'était vraiment très très fort. Donc d'une par des coureurs qui sont très à l'aise sur le sable, mais aussi des coureurs qui courent très vite. Et
tu vois, si on avait à refaire ça, par exemple, autour de Lyon sur du dur, euh, j'aurais pas pu finir devant parce que c'est vraiment un niveau au-dessus. Alors certes, je finis à 50 secondes juste derrière la quatrième place, mais la personne qui est devant moi est nettement plus forte que moi. C'est vrai que j'ai fait une grosse différence lors de la grosse étape où j'ai récupéré énormément de place et je suis passé quatrième et derrière je suis repassé cinquième. Mais ouais, le quatrième est nettement au-dessus de moi et j'ai essayé de jouer et de vouloir peut-être reprendre ces 50 secondes que j'avais de retard, mais c'était injouable, vraiment trop fort. Alors Johan, j'ai un petit message d'une personne que tu as côtoyée pendant ce MDS. Donc je vais te laisser l'écouter et puis tu me donneras après ton ressenti. Salut Seb, écoute, ça me fait plaisir d'avoir ton message. Et puis alors pour Johan, écoute, au-delà du fait que ça soit un athlète extra et qu'il fasse des beaux chronos et qu'il arrive à rivaliser avec les meilleurs dans le désert, moi surtout ce qui me charme chez lui, c'est que quel que soit le moment où tu le vois, il a toujours un immense sourire et il est toujours positif et il met une ambiance de folie. Et quand il monte sur scène pour prendre son prix, il monte pas, il saute sur scène. Et je trouve que ça fait partie des athlètes qui sont pleins de vivacité, plein de pugnacité. T'en vois trop qui paraissent blasés, qui sont ultra tournés vers eux-mêmes. Et lui, il est tourné vers les autres. Donc c'est un athlète qui fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai été heureux de l'avoir. Et puis évidemment, on est quand même très fiers parce que quand tu vois les machines qui sont devant et à quel niveau elles tournent et elles ne font que s'entraîner dans les pays chauds avec du sable. Quand tu vois qu'un mec qui est plutôt citadin, quand tu vois qu'il arrive à rivaliser avec, et c'est pas ridicule. Donc ouais, une grosse fierté. Donc si tu peux le remercier de ma part pour son énergie, son sourire, être tourné vers les autres, c'est exactement ce que veut être le marathon des sables Legendary, c'est véritablement ça. Donc il a été au top. Et en attendant, très bonne soirée et bon podcast. Voilà le petit message de Cyril pour toi, Johan. Eh ben c'est super sympa, ça me touche beaucoup. Écoute, tu vois comme on en a parlé juste avant, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'une sur son côté très sérieux, tu vois, quand on l'entend parler, ça fait ultra sérieux, mais au moins t'écoutes, tu vois, quand il parle. Et tu sens que le mec a de la bouteille et il sait de quoi il parle et c'est pas des paroles en l'air. Moi, ça a été vraiment, je l'ai rencontré lors du Pérou, tu vois, le Half Marathon des Sables au Pérou. Je me suis dit, ouais, ce mec, c'est pas une personne comme tout le monde, tu vois, c'est un organisateur qui a les tripes, qui veut réussir et qui met tout en place pour que tout le monde soit bien parce que il parle de moi en étant tourné vers les autres. Alors je suis peut-être, mais lui aussi, tu vois. Il est là à tourner aussi auprès de toutes les tentes de savoir si tout le monde va bien. Il va voir aussi les bénévoles, il va voir les soignants. Il est de partout, tu vois. Et il veut que ça se passe bien. Il veut que ça se passe bien pour les participants. Il y a un respect aussi vis-à-vis de la course parce que la course c'est quand même une course historique. C'était la 38e édition. Euh, Tu vois, il respecte la course aussi. Et c'est ça qui est beau. Il y a des gens qui l'oublient des fois quand tu reprennent certains événements. Et puis ouais, j'espère que il va faire perdurer cette histoire du marathon des sables parce que il met tout en place et c'est beau à voir, ouais. Et puis c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui respecte les gens aussi. Et puis ouais, ça m'a fait beaucoup plaisir son message venant de lui parce que des fois il y a des gens qui te marquent. Lui, il en fait partie, tu vois. C'est pour toutes ces raisons que tu pourrais inciter peut-être des clients, des membres de ta communauté d'aller se frotter au Marathon des Sables et peut-être de commencer par le half. Ça peut être une première porte d'entrée. Je pense que oui, faire un half. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de half qui sont proposés donc dans le monde entier sur des endroits quand même incroyables. On peut voir la Jordanie, par exemple, mais sur des terrains différents, tu vois. T'as Cappadoce qui est un peu plus tourné trail, la Jordanie très sableux comme le Pérou, ou après t'as Fuerteventura qui est un petit peu un mix des deux, ou même le Maroc, tu vois, pour faire une première approche sur le terrain marocain. Mais c'est plutôt pas mal parce que c'est beaucoup plus accessible et on voit si on part dans la bonne direction. Mais moi, c'est vrai que lorsque ça fait longtemps, mais vraiment des années
que je voulais faire ce marathon des sables, parce que je l'entendais de partout, tu vois, cette course, ça fait des années que je l'entendais, je me disais, bah, il faut la faire, tu vois, sur cette aventure, sur ce côté très atypique. Et je me suis dit de commencer par un half, c'était pas mal. Et lorsque j'ai fait mon half au Pérou, j'ai adoré, tu vois, ce côté-là où tu portes toutes tes affaires, t'es rationné en eau, tu fais attention à ce que tu fais, tu partages avec les gens, t'es pas là avec ton téléphone à scroller, tu vois, au contraire, t'apprécies, tu vois, d'être avec les gens, tu fais de nouvelles rencontres, t'apprends de plein de personnes différentes, t'as des personnes différentes, des nationalités différentes. Et j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Et quand j'ai eu cette possibilité d'aller faire le marathon des sables, bah, pour moi, voilà, c'était l'objectif ultime. Et ouais, j'ai apprécié. Et c'est pour ça que j'essaye de le promouvoir, tu vois, bah, notamment au travail. Tu vois, la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours, bah, elle tourne en boucle au magasin, tu vois, sur notre écran géant parmi des écrans de pub. Ben, tu sais que ouais, la vidéo, elle tourne peut-être 10, 15 fois dans la journée. Donc, tu vois, c'est de la mettre aussi indirectement en avant. Donc, voilà, des fois, on m'en parle. Bah, forcément, je vais en parler que du bien parce que c'est une super expérience que j'ai eue et sur tous les plans. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que tu renouvelles cette expérience, tu le disais tout à l'heure, hein, pas tout de suite, vers ce marathon des sables à nouveau? C'est possible, mais si je le refais, je pense que je ferai vraiment une pure préparation pour ça, tu vois, en professionnalisant un petit peu plus, tu vois, les à côté, parce que comme disait Laurence Klein, qui était une tante à côté de la mienne, elle me disait il faut en faire un de marathon des sables pour se rendre compte de ce que c'est. Et c'est vrai que sur certaines choses, sur l'optimisation, sur le sac, sur la récupération, enfin j'essaie de faire au mieux, tu vois. Mais ouais, il y a certaines choses que je ferais mieux, ça c'est certain. Mais du coup, oui. Donc je m'entraînerai plus en fonction, plus avec un sac lesté peut-être, tu vois. Peut-être faire quelques jours à la plage juste pour retrouver des sensations, tu vois, tester. Euh, je vois Meryl qui fait deuxième français, je crois, dernièrement. C'est quelqu'un qui est spécialiste sur les courses comme celle-ci, tu vois, il a déjà fait Grand to Grand, plusieurs fois le marathon des sables dans des top 5, des top 3. Euh, il s'entraîne uniquement pour ça, tu vois. Et ouais, peut-être que si j'y retourne, voilà, je fais encore mieux le job. Voilà. Je sais pas après ce que sera le résultat, mais en tout cas, je me préparerai mieux. Au-delà de cette 40e année, qu'est-ce qui te fait performer? On a fait un épisode avec Bruno Heuby il y a quelques temps. Est-ce qu'il est possible de performer et de progresser après 40 ans? Est-ce que tu valides cette maxime? Bah écoute, oui. Maintenant, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est que, alors, rien n'est impossible. C'est ce que j'essayais de mettre en avant lorsque tu arrêtes de fumer, que tu te mets au sport et tu peux atteindre tu peux faire des choses comme le marathon des sables si tu mets un peu du tien. Mais c'est surtout, maintenant, j'ai une autre phrase, c'est que il est jamais trop tard. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait l'une de peut-être de mes meilleures saisons à 40 ans. Cette année, écoute, à 41, bon, j'arrive à faire le marathon des sables, ça se passe plutôt bien. Alors après, je touche du bois, je sais pas ce que donnera ma saison. Mais oui, tu peux performer, tu vois. Des fois, on te dit, oui, bon, à partir de 25 ans, c'est mort, tu peux pas développer ta vitesse ou quoi que ce soit. Bon, l'année dernière, tu vois, j'ai fait un meilleur temps sur Marseille-Cassis que ce que j'avais fait les fois d'avant. Donc, que ce soit en vitesse, que ce soit sur de l'endurance pure, sur de la distance, bah, déjà, tu prends de la sagesse, tu relativises beaucoup plus. Et puis, tu sais, les pourcentages, c'est pas uniquement sur l'aspect physique, il y a aussi sur l'aspect mental. Et bah, du coup, ben, où il y a à prendre, je prends, tu vois, et bah ça m'aide. Hein, écoute, donc non, il y a pas d'âge, il y a pas d'âge, il y a, c'est plutôt nous qui nous mettons des barrières, tu vois, c'est pas l'âge. Hein. Donc non, non, franchement, si vous hésitez, allez-y, ça marche, ça marche. Quand tu te retournes, Johan, sur ces 14 dernières années, sur ces 14 ans de pratique de la course à pied, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a de la fierté? Est-ce que c'est une satisfaction? Ou est-ce qu'on est juste à
un croisement parce qu'il y a encore d'autres projets qui sont devant toi, peut-être avec Ton to Trail, justement, dont on va pouvoir parler un petit peu. Comment tu as vécu ces 14 ans et comment tu vois l'avenir? Bah écoute, je l'ai vécu de manière progressive. Je l'ai fait de façon autodidacte au départ. Après, ouais, il y a une certaine fierté parce que j'ai réalisé de beaux projets. Je le dois qu'à moi, aussi à mes proches, parce que c'est pas facile aussi de vivre avec moi. Tu vois, Cyril tout à l'heure m'encensait, etc. Mais je suis pas non plus une personne facile à vivre. Mais ouais, quand tu vois là, je tourne la tête, je vois quelques trophées. Bah d'ailleurs, il y a mon trophée du Marathon des Sables, tu vois, celui de l'Eco Trail, de certains Wings for Life que j'ai gagnés. Bah écoute, ouais, c'est une certaine fierté de te dire bon bah voilà, en 14 ans, t'as mené un beau petit chemin, t'as créé une belle histoire, t'as aidé des gens. Après, l'histoire n'est pas finie, même si je sais que les résultats c'est très éphémère et que il faut passer à autre chose. C'est aussi pour ça que je travaille dans un magasin parce que je veux pérenniser la suite et que ma famille ne manque de rien, tu vois. Mais derrière, oui, après c'est en fonction des projets. Je suis un petit peu où le vent me mène, tu vois. Et des fois, quand des projets me plaisent, ben écoute, je les suis, j'essaye de les mener à bien. Et voilà. D'ailleurs, voilà, tu parlais de Ton to Trail, je rebondis là-dessus. C'est quelque chose que j'essaye de développer de plus en plus avec toujours des profils différents et que j'essaye de faire adhérer les gens là-dessus à cette communauté simple, efficace, tu vois, où on est là, bah voilà, pour s'entraîner, pour courir, pour faire du sport, mais aussi pour passer un bon moment de façon authentique et voilà, de créer une belle communauté, quoi. Donc, si des personnes qui écoutent le podcast veulent rejoindre la communauté Ton to Trail, c'est à la fois des stages, c'est du coaching que tu proposes, des événements ouverts à tous, et puis également une ligne de vêtements qui correspond à tes valeurs et à ce que tu souhaites transmettre dans la course à pied. On est dans le partage, ce serait le maître mot. Ouais, ce que je mets en avant le plus, c'est cette communauté, oui, courir ensemble, tu vois, ou même de mettre en avant les couleurs Ton to Trail, tu vois, c'est une marque maintenant, petite, certes, mais où tu vois, moi ça me fait tellement kiffer de voir des gens avec ma casquette des fois quand ils rentrent soit dans la boutique ou quand je vois bah, par exemple ta photo à toi, tu vois, c'est une fierté, tu vois, on parle de résultats mais ça c'est une fierté aussi de me dire putain, les gens ils adhèrent, c'est cool, tu vois. Et ouais, Ton to Trail, voilà, j'essaye de mettre en avant ça à fond et voilà, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur le Discord que j'ai mis en avant où j'essaye de mettre des infos, j'essaye de faire profiter au maximum les gens, tu vois, de cette petite notoriété que j'ai. Ben, écoute, je vais pas tout prendre pour moi, tu vois, j'essaye de le partager aussi, et puis voilà. Et donc, adhérer au truc, que vous soyez à Lyon, à Paris, sur Marseille, sur de partout, adhérez-y. Alors, Johan, pour conclure notre épisode, j'avais une question, qui est la traditionnelle question du podcast À côté de mes pompes. Quand tu n'es pas en train de courir au magasin ou sur un de tes projets en lien avec le sport, qu'est-ce que tu aimes faire, justement, cet instant où tu es à côté de tes pompes? Eh ben écoute, j'aime bien regarder la télé, j'aime bien regarder des matchs de l'OM, même si en un moment c'est eux qui sont à côté de leur pompe. Mais écoute, ouais, je suis un fan de foot et de l'Olympique de Marseille depuis que je suis tout petit. Et sinon, j'aime bien geeker aussi. J'aime bien jouer à la console, ou même sur le téléphone, tu vois. Donc j'aime bien geeker quand même. Tu envisages quoi pour cette fin de saison en Coupe d'Europe? Bah écoute, la victoire, ce serait beau quand même. Mais déjà, on va jouer contre Bergame jeudi. On verra bien ce que donne le match au Vélodrome, parce qu'après, ça va être compliqué d'aller jouer là-bas. Et puis après, bah, il y aura la finale, si on arrive à passer. On en a loupé une il y a quelques années contre l'Atlético. En plus, ça se joue à Lyon. Mais écoute, on verra bien. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est la régularité en championnat, parce que là, c'est compliqué. Et puis, ce serait bien d'avoir un même entraîneur sur plusieurs années. Ce serait pas mal que d'en avoir trois sur la même saison. Alors, Johan, sur cette année 2024, tu viens de boucler un de tes gros objectifs avec le Legendary du Marathon des Sables. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ton programme, peut-être estival maintenant, ou est-ce qu'il y a des choses qui se profilent déjà sur les prochaines semaines? Bah
écoute, là, je vais reprendre un petit peu les entraînements à pied parce que j'en ai un dans pas très très longtemps au final. Ça va arriver très vite. Je vais faire le trail de Saint-Jacques by UTMB sur le format 75-80, qui est la distance que j'aime bien. Après, je vais faire le semi du Ventoux parce que je suis de là-bas et c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années avec un ancien collègue de travail de chez Spod. Donc, de voir un petit peu la différence, tu vois, même si j'ai vieilli. Derrière, il y aura la 6000D, forcément. La MCC, que j'avais fait l'année dernière et que j'avais bien aimé comme format, et les Templiers. Après, j'ai envie de faire une demi-saison sur route prochainement, donc plutôt en fin d'année, début d'année prochaine. Et j'attaquerai par le marathon de Florence. Je suis très fier de mener ce projet avec Finishers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je laisse aller voir Finishers ce que c'est. C'est une plateforme qui permet de vous inscrire et qui vous aide dans vos inscriptions en France, mais surtout à l'étranger. Et c'est super bien fait. Et surtout, les personnes qui ont créé ça sont vraiment top. Ils sont de Lyon également. Et c'est un beau projet qu'on veut mettre en place ensemble. Donc on verra ce que ça donne sur marathon. Et peut-être une course vélo aussi, parce que je roule pas mal. Et l'année dernière, j'avais fait la Haute Route des Alpes. Peut-être, pourquoi pas la refaire? Peut-être faire les Pyrénées, je sais pas. C'est en stand-by pour l'instant. Si des auditeurs veulent te solliciter, par quels moyens on peut retrouver ta communauté, tes actualités et tout ce que tu partages à travers ces réseaux qui sont quand même du positif pour le coureur que tu es et ce que tu véhicules à travers ton expérience et ta pratique du sport? Eh ben écoute, sur Insta forcément, donc mon prénom et mon nom, Johan, Y-O-A-2-N, Stuck, S-T-U-C-K, ou sinon sur Tone2Trail, forcément, c'est là où je mets en avant toutes les sorties que l'on fait ou tout ce que l'on propose également, en essayant de mettre en avant pas ma personne, mais plutôt les gens qui sont concernés. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous avez des produits Tone2Trail, vous m'envoyez une photo et on fait un post avec votre photo si vous êtes chaud. Et sinon après, j'ai un site internet également. Taper sur Google, je pense que ça sortira direct, quoi. Eh bien, un grand merci, Johan, pour cet épisode sur ce retour déjà sur le Marathon des Sables que tu viens de boucler à la 5e place. Et également un grand merci à Cyril pour son petit insert vocal, pour Fred de l'agence Epic qui a pu nous mettre en relation, et puis Estelle qui a géré, coordonné toute la préparation et qui a coordonné donc l'enregistrement de cet épisode. Pour la remercier, parce que c'est aussi grâce à elle qu'on a fait, qu'elle a tout bien organisé quand même, hein. Et tu as eu le temps de manger ta soupe. Oui, et merci à toi en tout cas d'avoir été si patient, et ce fut un super moment, et merci à tous si vous avez tout écouté jusqu'au bout. Et voilà, merci beaucoup, et puis au plaisir de se croiser en vrai. Eh bien, avec grand plaisir sur les pentes lyonnaises. Moi, je m'étais contenté du parc de la Tête d'Or quand j'étais venu passer mes examens pour devenir enseignant. Mais j'étais du côté de Caluire et Cuire chez un ami qui habite là-bas. Fallait descendre et après remonter. Eh ben ouais, c'était déjà une première version, donc n'hésite pas à revenir et puis on fera les deux collines. Avec grand plaisir, Johan. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous invite à écouter cet épisode, mais également la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.